Le deuxième panel consacré plus précisément donc à l'éducation comme moyen pour combattre la désinformation, mais aussi donc sur cette méthode en elle-même et sur ce qu'elle peut apporter pour la résilience donc, démocratique. Pour animer donc ce panel, nous on aura donc 5 intervenants. On plaisir d'accueillir Sébastien Dordeline pour justement assumer le rôle de modérateur. Donc Sébastien est professeur à l'école de langue de l'UQAM, où il enseigne depuis 2011 la langue et la culture allemande. Il est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université Concordia et il concentre d'ailleurs ses travaux de recherche sur l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, plus particulièrement sur l'évolution politique et sociale des régions frontalières franco-allemandes à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et ses intérêts de recherche portent également sur la médiation culturelle en classe de langue. Je te laisse maintenant la parole, Sébastien. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, pour l'invitation à cette panel très intéressant. J'ai d'abord l'honneur donc, de présenter mon panéliste on va commencer à poser le panel avec des questions pour donner à tout le monde le temps de se placer. Bienvenue à la maison aussi, tout le monde est là, parfait. Donc, je présente nos panélistes. D'abord, Daniela Heipel, qui se présente et qui est politologue spécialisée en études européennes. Ses recherches portent sur l'éducation à la citoyenneté européenne, les innovations démocratiques, la démocratie transnationale, le pluralisme et l'intégration européenne. Dans sa thèse, elle étudie l'idée d'une éducation à la citoyenneté européenne et elle a analysé de manière critique les politiques de discours de l'Union européenne dans ce domaine. Ces publications comportent, entre autres, les défis du pluralisme au-delà des frontières de l'altérité, qu'elle a co-dirigée avec Sarah Staher en 2018, et la monographie Former des démocrates transnationaux, l'Union européenne et l'éducation à la citoyenneté européenne, qui vient d'apparaître et que je présenté hier à l'Institut. Gabriela Alexandru, à distance ici, est chef de la section politique, presse et information à la délégation de l'Union européenne au Canada depuis août 2023. Elle a auparavant travaillé au service européen extérieur à Bruxelles, au ministre roumain du Travail et des Affaires sociales, et en tant que diplomate au ministère roumain des Affaires étrangères, et en tant qu'experte principale au Parlement européen. Elle est titulaire de plusieurs diplômes en droit de l'Université de Bucarest, de l'Université Panthéon-Sorbonne et de l'Université Montesquieu-Bordeaux. Elle a été, entre autres, maître de conférence à l'Université de Pitești en Roumanie en droit social. Bienvenue parmi nous. Ah, je peux régler le camarade. C'est le camarade. Merci. Daniel Stockemer est titulaire, aussi bonjour à distance. Daniel Stockemer est chef de la recherche Konrad Adenauer en études empiriques de la démocratie et professeur titulaire à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Ses principaux domaines de recherche sont la participation politique, le populisme, ainsi que les méthodes de recherche quantitative et qualitative. Dans les 15 dernières années, il a publié 3 ouvrages en solo, 3 volumes collectifs, un manuel et, attention, plus de 140 articles dans les revues scientifiques. En plus, ça s'arrête pas là. En plus, il est rédacteur en chef de l'International Political Science Review et rédacteur de la collection Springer Book Series in Electoral Politics. Bienvenue parmi chez nous, M. Stockemer. Mathieu Collin est professeur associé à l'école de politique appliquée à l'Université Sherbrooke et chercheur postdoctoral au Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Elle est aussi directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ses recherches portent sur les radicalités politiques et religieuses, l'extrême droite et la sociologie des mouvements sociaux, ainsi que sur l'ésotérisme, le conspirationnisme et les nouveaux mouvements religieux. Bienvenue parmi nous, Mathieu. Et last but not least, encore une fois à l'essence, Benjamin Guidonneau est professeur adjoint en sciences sociales computationnelles à l'Université Laval. Ses travaux se situent à l'intersection des politiques comparées, de la communication politique et de la science des données, en examinant la manière dont les technologies émergentes, donc les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc., reconfigurent la représentation démocratique. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Konstanz et a été chercheur postdoctoral au Centre for Social Media and Politics à New York. Lors de l'élection présidentielle française en 2022, elle a dirigé le développement de la plateforme
fournissant des notes et des tableaux de bord interactifs pour éclairer les enjeux politiques au grand public. Merci parmi nous, Benjamin. Bonjour, merci. Donc, je propose qu'on va introduire un peu notre panel qui est très diversifié, comme vous venez de constater, en ce qui concerne les domaines de recherche et des spécialisations des participantes, par 3 questions. Je vais formuler les 3 questions qui portent sur les compétences essentielles des citoyens dans cet environnement politique et médiatique actuel. Deuxièmement, sur les contributions de l'éducation, parce que ça, c'est un peu notre titre. Et troisièmement, sur le rôle des différents acteurs, que ce soit politique ou public. Et donc, le but est de permettre à chaque intervenant de se situer en fonction de son domaine d'expertise. Et donc, chacun disposera environ 8 à 10 minutes. Et ensuite, puis on aura d'autres questions plus précises. D'accord. Donc, mes 3 questions sont les suivantes. Quel type de compétences civiques, sociales ou critiques vous semblent aujourd'hui les plus essentielles pour permettre aux citoyens d'évoluer dans des environnements politiques et médiatiques en transformation rapide et fortement impactés par la désinformation? Et deuxièmement, comment l'éducation au sens large, donc que ce soit l'école, l'université, la formation continue, l'espace public, etc., peut-elle contribuer à renforcer la participation démocratique, la confiance dans les institutions et limiter les effets de fake news? Troisièmement, des acteurs. Quels acteurs, donc au niveau de l'État, des institutions éducatives, des plateformes numériques, les médias, les diplomates, la société civile, etc., quels acteurs devraient jouer un rôle central dans le renforcement de la résilience démocratique et comment imaginer une action mieux coordonnée? Donc, je propose qu'on commence avec Daniela, si tu es d'accord. Oui. Pour faire un peu une présentation plus large sur l'éducation. Très bien. Merci. Bien. Bon, merci beaucoup pour cette introduction et d'avoir mentionné aussi le livre qui en effet sur l'éducation à la citoyenneté européenne. J'en ai fait bien tout juste paraître aux éditions de l'Université Bruxelles il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais le plaisir de le découvrir. Et donc, en effet, je travaille sur l'éducation et surtout sur l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à la citoyenneté européenne en particulier. Donc, j'apporte l'éducation comme outil de résistance démocratique à travers le prisme de l'éducation à la citoyenneté. Donc, une démocratie qui est soutenue et animée par des citoyens informés qui sont capables d'émettre des jugements intelligents et critiques et aptes à s'investir politiquement et socialement, y compris donc, au niveau et au sein de formats transnationaux, représente, à mon sens, un important gage de résilience démocratique. Et donc, quand je travaille tout particulièrement sur l'éducation à la citoyenneté européenne, et aussi à son articulation avec la formation à la citoyenneté en général, d'une perspective d'ailleurs de théorie politique. Je vais centrer mon propos notamment sur le contexte européen dans les quelques minutes que j'ai. Donc, j'envisage l'éducation à la citoyenneté européenne, notamment sur la forme d'une éducation à la citoyenneté démocratique transnationale. Je ne vais pas exactement expliquer tout ça, parce que, bon, il y en a certains qui ont été là hier, mais j'argumente en faveur du fait que cette éducation à la citoyenneté démocratique transnationale, elle complète, au moins dans le contexte européen, la formation à la citoyenneté des États membres. Elle devrait compléter. Donc, en substance, pour vous donner juste une petite idée de quoi il est question, donc, pour moi, éduquer à la citoyenneté européenne de type transnational signifie poursuivre au moins 4 objectifs spécifiques principaux. Tous sont importants pour la résilience démocratique, surtout les voir comme un tout, comme un ensemble. Et le 4e est tout particulièrement pertinent pour combattre les fake news. Le premier, il s'agit de renforcer l'accès aux droits liés à la participation, liés à la citoyenneté de l'Union, en favorisant non seulement la connaissance de ces droits, mais aussi en rendant plus intelligible le système politique européen. Un deuxième serait centré plus sur les droits humains et les principes politiques
européens et normes qui peuvent être librement acceptés à la fois par les citoyens et par les peuples européens, par exemple la non-discrimination. Et le troisième chercherait à faciliter la coopération transnationale des citoyens des peuples européens au sein et au-delà de la démocratie transnationale. Et le quatrième, il vise à stimuler le développement de la capacité à former un jugement indépendant et de l'aptitude à penser et à agir par soi-même, ce qui encourage en même temps aussi la possibilité pour chacun de réfléchir au projet européen tel qu'il et qui le représente aussi de consentir librement à l'Union, de participer, de s'investir, on pourra en parler. En tout cas, pour moi, par rapport au dernier aspect mentionné avec les acteurs, une telle éducation, elle suppose l'implication de toute une diversité d'acteurs, que ce soit des instances politiques, États, les institutions européennes, les médias, la société civile, les régions, les municipalités avec leurs différents projets. Puisque l'éducation de la citoyenneté européenne est pour moi un processus lent et continu qui non seulement implique des acteurs comme l'école ou l'université pour ceux qui vont, mais également qui est un processus aussi, on apprend aussi par la participation. Par exemple, je travaille sur les innovations démocratiques, donc là aussi par la participation des assemblées citoyennes, par exemple, comme pour mentionner un exemple. Donc du coup, là, je me concentrerai plutôt sur deux acteurs qui ont un rôle un peu plus structurel, États membres et Union européenne. Donc, s'il est justifié d'accorder un rôle aux entités politiques aussi en matière d'éducation de la citoyenneté européenne, ni les États membres ni les institutions européennes ne pourraient l'assumer seuls. Les deux pourraient se compléter mutuellement. Et en même temps, il est important qu'ils se complètent mutuellement dans la mesure où il y a toujours un risque d'endoctrinement qui vient avec l'éducation de la citoyenneté telle que dispensée par des entités politiques. Donc, si on divise un peu les rôles, ça permettrait de limiter l'influence qu'elles exercent respectivement sur les individus. Et les citoyens seraient plus susceptibles d'être confrontés à une variété d'informations, d'idées, de perspectives et d'arguments, toujours dans l'objectif de pouvoir se former une opinion personnelle éclairée. Donc, au niveau je ne rentre pas dans les détails, mais au niveau des rôles des États membres, il y aurait évidemment l'idée d'adapter les systèmes d'éducation responsables, les Européens, les ouvrant les uns aux autres. En tout cas, en réalisant le volet d'éducation de la citoyenneté européenne qui peut être envisagé dans ce cadre, ce qui veut, très important, pas dire qu'il faille nécessairement le faire de la même façon partout. Par contre, je trouve important dans les études que j'ai fait à ce propos, qu'il collabore plus étroitement à différents niveaux au sujet de l'éducation de la citoyenneté européenne et qu'il bénéficie en fait des approches très différentes qu'ils ont pour apprendre les uns des autres. Et l'Union européenne pourrait avoir deux rôles dans ce contexte. Donc, le premier, il s'agit de favoriser dans cette coopération entre États membres et les soutenir dans cette entreprise. Et d'un autre côté, elle-même soutenir, financer, initier des activités qui favorisent l'éducation de la citoyenneté européenne, notamment en recourant aux programmes européens, tels que divers projets, initiatives de la société civile avec le programme CERF ou Erasmus+, ou Creative Europe sur le média, par exemple, pour renforcer la dimension transnationale qui peut se refléter dans les États membres moins que sur l'Union européenne, et pour atténuer aussi les effets d'un enseignement national qui pourrait faire abstraction de la citoyenneté vivante ou impliquer aussi des idées libérales nationalistes, je pense à la Hongrie par exemple. Donc, juste comme dernier volet, je vais vous donner un petit aperçu de mes recherches sur ce que fait l'Union européenne actuellement en matière d'éducation à la citoyenneté européenne. J'ai étudié tous les discours et politiques depuis les années 1970. Et si on regarde aujourd'hui, ou avec une perspective aussi un peu historique, on voit qu'il y a une absence d'une approche plus développée et cohérente en matière d'éducation à la citoyenneté européenne qui vont dans des directions assez différentes à travers de cette période-là.
Et jusqu'à présent, elle a peu agi dans le sens que j'ai proposé avec une éducation à la citoyenneté démocratique transnationale. Je vous donne juste un exemple que, en gros, les compétences démocratiques, les droits humains, le pluralisme, la capacité de penser et d'agir de façon autonome et critique, est peu mobilisée dans ce discours et politique. Euh, dans l'historique, un peu plus entre 2004 et 2019, avant d'être relégué à nouveau au second plan dans cette coopération sur l'éducation. Et donc aujourd'hui, il y a la citoyenneté européenne dans le contexte de la coopération européenne sur l'éducation, elle est surtout c'est une approche qui insiste sur le marché de l'emploi et le rôle de l'éducation pour favoriser une économie verte et compétitive, réaliser une croissance durable. Donc, il y a la technologie, le marché du travail, l'innovation qui sont un peu au cœur de cette coopération européenne en matière d'éducation. Il y a aussi l'idée du rôle de l'éducation afin de faire face à la désinformation, ce qui donne des compétences qui sont mobilisées comme l'habilité numérique, esprit critique, créativité, l'esprit d'entreprise, des connaissances d'intelligence artificielle, la capacité d'apprendre à apprendre. Donc, la coopération en matière d'éducation se déroule notamment autour de la construction aujourd'hui de l'espace européen de l'éducation d'ici cette année et puis 2030 comme deuxième période importante. C'est vraiment l'élément structurant central de la coopération européenne dans le domaine de l'éducation aujourd'hui. Mais là, l'éducation à la citoyenneté européenne ne joue presque aucun rôle, même si le Parlement européen a plaidé pour l'intégrer depuis un bon bout de temps. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que l'objectif de promouvoir la citoyenneté européenne active se reflète dans les programmes, mais presque plus dans le discours et politique dans la coopération européenne en matière d'éducation, alors même qu'en parallèle, les questions de démocratie ont fait partie des priorités du travail de la Commission von der Leyen, la première. Il y avait 3 initiatives, on peut revenir à le plan d'action pour la démocratie européenne en 2020, le paquet de défense de la démocratie fin 2023 et un bouclier européen de la démocratie publié il y a à peu près 2 semaines. Donc, bien que ces initiatives ont été lancées au niveau européen, ces efforts se reflètent peu dans le discours et politique en matière d'éducation. Les actions engagées dans ce sens ne s'appuient aussi guère sur la coopération dans le domaine de l'éducation. Donc, ces domaines existent en grande partie un peu en parallèle et séparés l'un de l'autre. Donc, l'éducation apparaît très peu comme piste de réponse structurelle aux différents défis qui sont identifiés dans ce contexte. Elle est bien évoquée dans le cadre de la lutte contre la désinformation. La Commission vise à favoriser l'habilité numérique, à promouvoir l'éducation aux médias. Il y a un plan d'action en matière d'éducation numérique en 2020 aussi qui insiste sur la capacité à reconnaître la désinformation. Par contre, mon idée, ça serait plutôt d'intégrer donc cette idée de donner un rôle à l'éducation dans la lutte contre la désinformation dans un effort plus général visant à former à la citoyenneté démocratique transnationale pour renforcer la résilience démocratique de manière plus structurée et plus systématique. Donc là, comme je le disais, bientôt, je suis de publier le bouclier européen de la démocratie qui inclut, je cite, un cadre de compétences en matière de citoyenneté de l'Union, ainsi que de lignes directrices afin de renforcer l'éducation de la citoyenneté dans les écoles. C'est assez nouveau. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je suis bien curieuse de savoir si ça va dans le sens que je propose. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lamia. Damien, Gabriela, est-ce que vous aimeriez continuer à élaborer? Oui, merci. En fait, je vais peut-être continuer pour ce que Daniela vient juste de présenter. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit dans le sens que l'Union européenne a souffert jusqu'à récemment peut-être de l'absence d'une approche cohérente. Donc, nous, on a abordé, si on parle de désinformation et
lutte contre l'ingérence étrangère, on l'a abordé un peu de l'autre côté. On a une expérience de plus d'une décennie, mais on a commencé avec une petite unité dans le Service européen d'action extérieure qui était concentrée sur combattre la désinformation russe. Donc, on voyait la Russie qui essayait d'agir sur le territoire de l'Union européenne, on essayait de répondre à ça. Puis, on est allé dans un peu plus loin et on se dit, OK, ça suffit pas, être juste réactif, on n'arrive pas à combattre assez l'effet de la désinformation russe. Il faut faire mieux pour protéger l'intégrité de l'information. Et alors, on s'est concentré sur le milieu digital et on a essayé à réguler les grandes plateformes digitales avec ce qu'on appelle le Digital Services Act. On a aussi regardé du côté des élections et ingérence étrangère dans les élections et on est arrivé juste maintenant avec le bouclier de la démocratie que Daniela a évoqué, qui a été adopté il y a un mois, au stade où on se dit il faut une approche cohérente et horizontale. Il faut aussi évaluer où il y a les manques, où il y a des failles du système et où il faut agir pour devenir plus efficace. La réalité, c'est que si on est passif et on se concentre sur la désinformation, sur la gérance étrangère, sur les acteurs étrangers qui agissent sur nos territoires et essayent d'attaquer nos démocraties, bon, on peut les retarder, on peut les bloquer parfois, mais il n'y aura pas jamais du succès à 100%. Donc, ce qu'on doit faire, c'est regarder aussi de l'autre côté, du côté de résilience de nos démocraties. Et avec le bouclier de la démocratie, il y a une reconnaissance du fait que l'éducation doit jouer un rôle clé. Donc, il y a eu quelques initiatives déjà depuis 2002 où on a essayé d'élaborer au niveau de la Commission européenne des guides, des lignes directrices pour les éducateurs pour s'attaquer à la désinformation. Bon, le succès de cette initiative a été limité puisque c'était un peu une initiative isolée et il n'était pas associé à un programme cohérent et aussi à un financement. Donc, maintenant, ce que la Commission européenne se propose de faire, c'est d'actualiser ces lignes directrices et de les inclure dans le paquet éducation 2026, qui sera aussi associé à un paquet de support pour les écoles pour justement promouvoir les compétences basiques en matière de media literacy, digital literacy, citizenship, sciences, mathématiques, donc tout ce qu'on considère comme utile pour développer exactement, Daniel a parlé de pensée critique, jugement, compétences digitales, compétences européennes, connaître mieux les droits humains et comprendre mieux notre démocratie. Donc, cela va se faire. Et aussi, je crois, Daniela a mentionné qu'on travaille aussi sur un cadre des compétences liées à la citoyenneté pour développer des curricula et des programmes d'apprentissage dans les écoles. Donc, tout à fait d'accord avec ce qui a été déjà dit. L'Union européenne, l'action de l'Union européenne et l'action des États membres doivent se compléter dans un ensemble cohérent pour être plus efficaces et plus exhaustifs dans nos efforts de mieux protéger surtout les jeunes gens qui sont apparemment l'un des groupes les plus vulnérables à la désinformation. Donc, tout cela est travail en cours, mais déjà le fait qu'on a pris conscience et on essaye d'agir ensemble dans un cadre cohérent, c'est un bon pas en avant. Merci beaucoup, Gabriela. Daniel, à distance, voulez-vous continuer et élaborer?
Oui, bonjour tout le monde. Si c'est d'accord, je peux me permettre de parler en anglais parce que c'est juste un peu plus simple. So, to answer your question, so, I mean, for the first research question very quickly, I think we need more political knowledge, and how to get this is more education, more civic education in school. So we learn math, we learn English, we learn French, and it's part of the normal curriculum. But we also need to learn how the political system works. It becomes more and more complex, and it becomes more and more difficult to understand. So the more political literacy people have, I mean, the more they are more likely to see, to recognize this information. And so my answer to your first question is we need much more political knowledge in school, and for example, mandatory classes from class 10 to class 12, something like this. So what I decided, or what I've planned to do, that also answers the questions second and third you asked. So what type of education can we have and what is important? And I want to focus on one body that can play an important role, and this body is electoral management, or the electoral management bodies. And so I've prepared a quick PowerPoint. Do you see it, my PowerPoint? Okay, so can voter information campaigns make a difference? So can educating voters make a difference in an election? Let me just see if I can do this. Do I just go like this? So what would we do? We conceived an audiovisual voter information campaign on voters. We did this in collaboration with Elections New Brunswick, and we wanted to see if an electoral management body intervenes, if this can have or portrays what they are doing, is being transparent, if this can have an impact on voter turnout, voter knowledge, and voter information. So a little bit of a background. The perception of electoral unfairness are widespread, with nearly a third of American respondents and close to 20% of Canadians doubting the impartiality of elections. And as we all know, low perceptions of electoral integrity, or the perception there is fraud or improper behavior, are related to lower trust in elections, increased political polarizations, and also lower turnout. And we believe that electoral management bodies, EMB, can have an important role in increase or push voter perceptions that the elections are fair. But as we see, there's no research that looks into this. And up to now, AMBs, or electoral management bodies, they have been like beyond politics. They haven't been attacked. But this has changed. And even like in some countries, especially Latin America, but also in the US, they come under attack as being biased, as being unfair. So they might have to do something to contradict this image. So we did a survey experiment, and we recruited a representative sample of around 1,000 eligible voters in New Brunswick. As I said, we worked with Elections New Brunswick. We administered the survey in English and French, and the respondent first answered some demographic questions, and then we randomly assigned participants to one or two groups. We had a treatment group and the control group. And the participants in the treatment groups were asked to watch 3 randomly selected videos from an election information campaign that Elections New Brunswick launched. And the idea was, so we did this before they launched it, because they also wanted to know, does it make a difference? So the idea is that people that watch these videos, they get information, and this information helps, so they are more positive about the elections. So here is our experimental procedures. We have so respondents, they get a demographic questionnaire, and then we randomly put them into 2 groups, a treatment groups, which see the videos, and the control groups, which basically see no videos, and then we ask them some questions about their intentions to vote, their perception of the fairness, and their understanding of the electoral process. I think we don't have the time. Here are the videos, they're all on YouTube, so I mean, I will share the PowerPoint with you after, so you're all welcome to look at them later. And here's just some information about the sample. So the sample is very balanced between the 2 groups. It's relatively representative of the New Brunswick population. And then here are just some results. So knowledge of the elections. So we see that people that see, on average, the videos have higher knowledge about the elections.
for example, and they have higher confidence. The differences are rather small, but they're statistically significant. If we look at satisfaction with the electoral management body, we see a rather big difference. For example, if you look extremely satisfied, those who see the videos are like close to a third is extremely satisfied. For those who don't see the video, it's only 22%. So there is some gap, and it's just seeing the video once. There might be a cumulative impact if people see the videos several times. So here we have some what's called average treatment effects, and we see that most of them are significant. So people that see the video understand the electoral process better. Therefore, they think more that the elections are free and fair. They have more comfort in voting by mail. They think they're more sure or assured that votes are counted correctly. They don't think that in ballots are manipulated. They have a higher satisfaction with the electoral management body. The only item where it didn't make a difference was comfort in in-person voting. Also, that people that watch the video have higher intentions to vote. For example, in the category certain to vote, there's a 4-point difference. And so to conclude that electoral management bodies can play an important role, and they should take an active role. And if they actively engage in the electoral process, this can enhance the satisfaction with these bodies. This can increase turnout, and this can increase also the knowledge of the elections, and decrease the feeling that the elections are corrupted or that there is some kind of cheating in the elections. So that's for me. Thank you very much. Thank you very much, Daniel. Mathieu. Oui. Alors, je vais rebondir un peu sur certains points qui ont été énoncés durant les dernières présentations, très intéressantes d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, pour parler de désinformation et puis de travail justement à faire pour combattre cette désinformation-là, il faut regarder un peu les trois, on va dire, compositions ou trois facteurs qui agissent à ce niveau-là. C'est-à-dire d'une part, les producteurs et les vecteurs de la désinformation qui peuvent être intérieurs ou extérieurs, si on parle d'influence étrangère par exemple, etc. Les effets de cette désinformation à l'intérieur effectivement d'un espace donné, ici le Canada, et puis effectivement ensuite les initiatives de prévention, de correction, de traitement effectivement que l'on peut faire grâce à des méthodes d'éducation. C'est par exemple effectivement si on parle d'ingérence étrangère ou d'influence étrangère que on parlait de la Russie dans le premier panel, que la Russie pousse agressivement effectivement un certain nombre de narratifs pro-russes en utilisant notamment des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite au Canada, un plus grand nombre d'extrême droite d'ailleurs, qui sont effectivement servis de relais pour promouvoir un certain nombre de désinformations et de narratifs pro-russes qui vont ensuite être repris par un certain nombre de médias alternatifs et de pseudo-journalistes qui vont ensuite justement aller essayer de pousser ces informations-là dans leur écosystème, et puis par effet de ruissellement ensuite essayer d'aller contaminer en fait l'espace mainstream par la diffusion de ces informations-là. Plusieurs études, notamment aux États-Unis, ont montré que l'extrême droite procédait de cette façon-là, c'est-à-dire effectivement par effet de ruissellement et par diffusion massive dans des écosystèmes, d'aller essayer en fait de faire rebondir une information erronée ou un narratif faux ou la désinformation. Puis ensuite, il y a l'effet sur la population. Ce que l'on voit avec la chaire UNESCO, on a fait plusieurs sondages aussi avec Léger, notamment en 2021 à 2025, c'est que la confiance envers les gouvernements ou envers les institutions traditionnelles, que ce soit encore une fois les gouvernements, que ce soit les médias, que ce soit les institutions scientifiques, institutions scolaires, etc., est en baisse. Et c'était en baisse avant la pandémie, ça a été accéléré et catalysé avec la pandémie. Et ce que l'on observe actuellement avec les données que l'on a actuellement, c'est que c'est encore en baisse. Le plus inquiétant dans les données que l'on a, quand on compare les données légères 2021 et 2025, qu'on est en train de traiter et qu'on va diffuser prochainement, c'est pas tellement le fait que, par exemple, l'adhésion à certaines théories du complot ou à certains récits de désinformation ou augmenté, c'est le cas un peu, effectivement, quand on regarde, par exemple, l'adhésion forte avec l'adhésion et l'adhésion modérée par rapport à 2021. Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on voit que la part des indécis a fortement augmenté.
C'est-à-dire que le gens qui pensent que ces récits-là sont totalement faux ou faux est en train de diminuer, est en train de fondre et de renforcer une sorte en fait de ventre mou qui est là et susceptible d'être très influencé par justement certains récits de désinformation, par l'effort actif de certains groupes, par l'effort actif de certaines entités, qu'elles soient étrangères ou non, et justement de faire basculer en fait la question de la polarisation effectivement démocratique. Daniel Stockheimer en a parlé aussi un peu, c'est-à-dire effectivement qu'on est dans des situations et dans des contextes, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, où la polarisation politique et émotionnelle grandit, donc avec de plus en plus de difficultés pour les personnes de discuter entre elles et d'avoir des désaccords sains. Et donc, avec la chaire UNESCO, on a décidé notamment d'avoir des projets d'éducation au sens large, c'est-à-dire des projets notamment de dialogue entre personnes de type polarisé. Donc on a un projet qu'on est en train de mener actuellement qui s'appelle Dialogue Extrême, qui prend place justement après notre sondage léger 2025, qui a réuni 6500 Canadiens. Et avec ce sondage-là, en fait, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de pairer des personnes et des individus qui ont des avis extrêmement contrastés, extrêmement polarisés sur certains sujets, notamment l'immigration, notamment le climat, notamment le genre, et de les mettre en conversation. Et ces conversations-là, elles vont ensuite être observées par des intervenants extérieurs. Elles vont être modérées aussi en nous servant en fait de plusieurs initiatives de dialogue qui ont été testées dans d'autres contextes. D'abord des initiatives qui viennent plutôt du milieu médical, c'est-à-dire du dialogue, du discours motivationnel, qui a notamment été testé pour l'hésitation vaccinale et qui a montré effectivement aussi de très bons résultats par rapport à l'hésitation vaccinale avec des parents qui au départ étaient très contre la vaccination de leurs enfants et qui grâce à ces techniques-là ont beaucoup plus permis effectivement la vaccination de leurs enfants. Donc c'est inspiré par ces techniques-là. Et ensuite des méthodes qui viennent de la thérapie familiale et du dialogue démocratique, notamment d'initiatives comme Braver Angels aux États-Unis, qui sont des initiatives qui visent à faire dialoguer républicains et démocrates sur un ensemble de sujets extrêmement variés, allant de la religion à la politique, en passant par l'éducation proprement parler, etc. Donc ça, avec la chaire UNESCO, c'est ce qu'on est en train de faire à proprement parler, parce qu'on part du principe que et ça rejoint aussi un peu les propos de Daniel Stockheimer, c'est-à-dire le fait que dans un contexte où on a un déclin de confiance par rapport aux institutions traditionnelles, il faut, avant de rétablir les faits, il faut rétablir la confiance. Et ces initiatives-là, en fait, justement, visent aussi à rétablir, via ces initiatives de dialogue, d'éducation, de prévention, la confiance envers les institutions traditionnelles, une plus grande aussi confiance en l'intégrité, justement, des résultats des élections électoraux, on en a parlé, mais aussi par rapport à la transparence des processus démographiques. Et ça rejoint le troisième point qui est sur l'éducation au sens plus scolaire, qu'on est aussi en train de regarder, c'est-à-dire pas simplement en fait de considérer des initiatives, certes, d'éducation à la citoyenneté, etc., mais aussi la façon dont on enseigne ces initiatives de citoyenneté démocratique, etc., puisqu'on s'aperçoit en fait que les jeunes, que ce soit au cégep, par exemple, au Canada ou au Québec, ou alors effectivement au secondaire dans d'autres contextes, eh bien, en fait, ont une manière de réfléchir justement à la désinformation, à la polarisation, aux théories du complot, qui doit être compris pour mettre en place des initiatives qui leur sont aussi adaptées et qu'ils ne rejettent pas en bloc. On a fait avec la chaire UNESCO et aussi notamment Stéphanie Tremblay, qui est professeure de sciences des religions de l'UQAM, des enquêtes sur les jeunes et les théories du complot pour observer un peu quels étaient leurs imaginaires politiques, démocratiques, scientifiques par rapport aux théories du complot. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, en tout cas dans nos données, les jeunes n'étaient pas nécessairement plus complotistes que d'autres, mais par contre, il y avait une vraie dérégulation épistémique par rapport à ce qui était permis ou pas. C'est-à-dire que les jeunes considèrent qu'il y a une liberté d'expression qui est accrue, qui est complètement dérégulée, et que toute idée, même les plus absurdes, doivent avoir le droit de citer tant qu'elles ne dérangent pas la liberté d'expression des autres, ou tant qu'elles ne menacent pas l'intégrité physique ou morale de quelqu'un. Mais en soi, il n'y a pas de condamnation des théories du complot, il n'y a pas de
condamnation de la désinformation en tant que telle, il y a plutôt une sorte de laisser-aller généralisé en termes épistémiques. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'en leur demandant justement si, selon eux, il faudrait mettre en place des initiatives par exemple, de cours sur les théories du complot, sur la désinformation, des choses comme ça, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont dit que l'école n'a pas, selon eux, à imposer un point de vue et qu'elle n'a pas à stigmatiser entre des discours. Ce qui là pose un problème. C'est-à-dire que la manière même, effectivement, de mettre en place des initiatives de prévention et d'éducation à la citoyenneté, en fait, doit aussi prendre compte du fait que manifestement, certains jeunes, il faudrait regarder ça sur des études beaucoup plus grandes que celles qu'on a faites, manifestement, certains jeunes trouvent que c'est paternaliste et infantilisant et que c'est une privation de l'autonomie individuelle et épistémique d'imposer un point de vue de la part des institutions qui sont déjà décrédibilisées dans l'opinion publique. Et donc, effectivement, réfléchir à la mise en place à des cours d'esprit critique. C'était quelque chose qui était plus souligné par les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire, effectivement, une éducation qui soit le moins normatif possible, qui permette en fait un engagement réflexif de la part des étudiants et des étudiantes eux-mêmes, et puis effectivement une éducation à ce qui peut paraître des outils de base de l'esprit critique pour amener ensuite à la réflexion sur des sujets plus ou moins variés. Je vais m'arrêter là pour ma présentation. Super, merci beaucoup. Et donc, Benjamin, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Parfait. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et merci pour les prises de parole précédentes. Je pense que mon point va venir se poser en complément. Donc, moi, je vais parler principalement de ce qu'on connaît empiriquement de la lutte contre la désinformation et je vais particulièrement essayer d'aller un peu tester les limites des mécanismes d'éducation, de jusqu'où on peut aller grâce à de l'éducation. Je pense qu'un premier point qui est important à faire et qui vient très bien faire écho à la présentation de Daniel, c'est qu'on sait augmenter la littératie politique. On sait augmenter l'information des citoyens par des interventions qui vont être brèves. Donc, ça va être des petites vidéos, ça va être des bannières, il va y avoir des choses des interventions un peu plus à ampleur. On va y avoir des jeux de simulation. On va demander à des participants de créer eux-mêmes des fausses nouvelles et de les diffuser pour qu'ils comprennent un petit peu les mécanismes en jeu. Et je pense que le résultat consensuel, c'est que ces interventions améliorent la capacité de discernement des répondants. Donc, une fois qu'on intervient et qu'on expose les répondants à ces stimuli, les répondants vont être en meilleure capacité de dire cette information est une fausse nouvelle ou cette information n'est pas une mauvaise nouvelle. Ceci dit, cette capacité de discernement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact sur leur comportement en réponse à savoir que quelque chose est une fausse nouvelle. Ça ne va pas nécessairement les empêcher de partager cette fausse nouvelle. Et ça, c'est un résultat qui est revenu dans plusieurs études. On s'est aperçu qu'en fait, quand les gens détectaient que quelque chose était une fausse nouvelle, ils étaient aussi prêts qu'avant à partager cette fausse nouvelle au sein de leur réseau. Et là, je pense qu'on voit une première tension qui va apparaître entre le discernement et le comportement le comportement politique, éventuellement le vote des électeurs, mais aussi le partage d'une information dans un espace médiatique. Ce n'est pas la même chose. Donc je pense que, et ça fait écho à ce que vient de dire Mathieu, c'est important de penser le problème de l'éducation aux fausses nouvelles, non pas comme juste une capacité de discernement et augmenter la littératie, mais vraiment augmenter le penser comme une question de normes démocratiques où il faut qu'on renforce la croyance des répondants et des citoyens, que c'est non seulement important de savoir reconnaître une fausse nouvelle, mais aussi que c'est important de ne pas les partager. Au milieu de l'ensemble de ces interventions, on sait aussi qu'il y a certaines interventions qui ne fonctionnent pas. Et il faut se méfier un petit peu des effets pervers de ces campagnes d'information. Donc, par exemple, on va avoir des problèmes de encourager des répondants à chercher leurs réponses sur des moteurs de recherche. Ça va en fait avoir tendance à leur renforcer leur croyance envers les fausses nouvelles. Pourquoi? Parce que si on leur offre un titre de fausse nouvelle, en général, la plupart des répondants vont tout simplement copier-coller dans Google ou dans un chatbot le titre de la fausse nouvelle et trouver qu'il y a des sites qui disent que ces fausses nouvelles existent. Et donc, en fait, avoir tendance à croire encore plus la force nouvelle, la force nouvelle. Donc, il y a aussi des interventions qui ne fonctionnent pas. Et je pense qu'aussi, le contexte un petit peu alarmiste autour de l'importance des fausses nouvelles crée, je pense, ce que tu disais, Mathieu, ce ventre mou, où on est tous un petit peu sceptiques, on ne sait plus exactement
où se situer, et ça va renforcer ce qu'on appelle le dividende du menteur. Donc cette capacité d'acteurs de décrédibiliser des vraies nouvelles en les accusant d'être des fausses nouvelles. Il y avait une étude intéressante qui a trouvé que dans un contexte de désinformation autour de l'Ukraine, la plupart de la désinformation qui était observée, c'était non pas de la désinformation positive où des fausses nouvelles étaient diffusées, mais de la désinformation négative où des vraies nouvelles étaient attaquées comme étant des fausses nouvelles. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on sait en termes d'intervention et ce qu'on peut arriver à aller chercher grâce à des interventions dans l'environnement médiatique, principalement numérique. Mais l'ensemble de ces résultats, ils ont un problème fondamental qui est leur capacité de généralisation. C'est quand on passe le problème des fausses nouvelles, c'est un problème qui va être dynamique, donc qui va changer au cours du temps. Et c'est aussi un problème qui va être adversarial. C'est-à-dire que quand on a des acteurs mal intentionnés qui veulent diffuser de la fausse nouvelle, une fois qu'on va mettre en place un certain type d'intervention, par exemple des bannières ou des vidéos courtes, ces acteurs vont avoir tendance à adapter leur mécanisme leur production de fausses nouvelles et leur mécanisme de dissémination de la fausse nouvelle au mécanisme de défense qu'on va pouvoir mettre en place. Ce qui est un petit peu un problème du chat et la souris, on met quelque chose en place, ensuite les acteurs mal intentionnés s'ajustent, on remet quelque chose en place, et c'est un problème qui est infini. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas important de lutter, mais c'est quelque chose à garder en tête quand on pense à ces problèmes. Je pense qu'un premier moyen d'action qui est primordial et à mon avis qui vient même en amont des mesures d'éducation qu'on peut penser à développer, c'est de nous donner les clés, ou de donner les clés en tout cas à des chercheurs indépendants, de qualifier le problème de façon empirique. Donc on voit, il y a eu beaucoup d'exemples anecdotiques, y compris dans le panel précédent sur les élections, où on pense qu'il y a eu de la désinformation. Il y a eu l'élection, par exemple, annulée en Europe de l'Est avec ce rapport de la Cour suprême roumaine, où les éléments empiriques qui ont permis à la Cour suprême de poser cette décision, c'était pas quelque chose qui était, en tout cas moi, je pense que c'était possible qu'il y ait eu de la désinformation, mais c'était pas des éléments empiriques qui permettaient de prouver l'impact de la désinformation dans le cadre de cette élection. Et en ce moment, on a un problème en tant que chercheur sur ces phénomènes en termes d'accès aux données. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille principalement sur TikTok, où on a beaucoup de difficultés à avoir des données à échelle. Et un biais qu'on va souvent avoir, c'est par exemple regarder juste la production de contenu. Donc, si on regarde la production de contenu sur TikTok, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de robots qui vont produire du contenu. Mais en fait, la majeure partie, et quand je dis la majeure partie, c'est l'immense majorité, donc 99% de ce contenu produit par des robots, il ne va jamais obtenir aucun engagement et jamais obtenir aucune attention parce qu'il va être filtré par l'algorithme de recommandation de TikTok. Donc, si on regarde juste la production, on s'aperçoit qu'il y a une majorité de contenu qui contient des fausses nouvelles, mais en réalité, quand on regarde l'attention apportée au contenu, une fois qu'on applique ce filtre de la perspective de l'algorithme de recommandation, on s'aperçoit que les fausses nouvelles représentent une toute petite partie de l'attention. Pour vous donner un autre exemple, l'attention globale politique sur TikTok, aux États-Unis, c'est 3%. Et un dernier exemple sur ce cas, c'est lorsqu'on regarde la production de contenu idéologique. Donc, on peut regarder combien de contenu est produit par des comptes d'extrême droite, combien de contenu est produit par des comptes d'extrême droite ou d'extrême gauche et des comptes modérés. On s'aperçoit que les extrêmes produisent beaucoup plus de contenu que les comptes modérés. En revanche, le contenu qui va être disséminé, ça va être le contenu qui va être extrêmement modéré. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un effet de filtre qui est plutôt bénéfique dans ce cas-là, qui va être plutôt un effet modérant de l'algorithme de recommandation qui, à mon avis, va à l'encontre un peu de croyances populaires qui ont pu être diffusées dans l'espace public sur le fait que l'algorithme a ce rôle d'amplification et de radicalisation et de promotion des contenus extrêmes. Donc, le premier point qui est important, c'est de nous donner les capacités de décrire le phénomène à échelle afin qu'on puisse un peu arriver à dépasser cette phase de café du commerce où on est là, on a cette idée qui pourrait fonctionner, et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans les données. Ensuite, je pense que c'est important, toutes les mesures d'éducation, avec cette vision un petit peu complexe de l'éducation qui a été peut-être bien présente dans les contributions précédentes, de penser ça comme une norme démocratique et non pas seulement comme une littératie un petit peu bête et méchante. Et je pense que c'est important d'agir conjointement sur les individus grâce à l'éducation, mais aussi sur des contextes systémiques qui vont être propices à la désinformation. Et dans ce rôle-là, moi, je salue complètement le rôle un peu moteur et pionnier de l'Union européenne avec le TSA ou le bouclier de défense numérique. Je pense c'est au rôle du pouvoir politique
de prendre sa responsabilité et d'aller au conflit avec les plateformes numériques qui ont des intérêts en fait industriels qui sont non pas alignés, qui sont pas alignés avec les intérêts démocratiques de ce qu'on cherche à avoir. Par exemple, on sait que transformer l'algorithme de priorisation sur Facebook, il y a des études qui l'ont montré, participait à réduire l'exposition à la désinformation. Mais le problème, c'est que ça réduisait aussi le temps que les gens passaient sur la plateforme, ce qui était un problème d'un point de vue économique pour ces plateformes. Donc je pense que les pouvoirs politiques ont un rôle de régulation envers l'industrie, ce que l'Union européenne est en train de faire. Je pense aussi que les acteurs politiques ont un rôle d'exemple à mettre en avant. Et je trouve ça, par exemple, encore extraordinaire que il y a encore beaucoup de gouvernements qui s'expriment publiquement sur X, alors qu'on a vu les dérives qui ont pu se passer dans les 2 dernières années. C'est quelque chose où il faut montrer l'exemple, il faut partir des plateformes qui subissent des dérives. Et je pense qu'il y a aussi les acteurs médiatiques qui ont un rôle à jouer et à essayer de freiner face à ces trends de l'infodivertissement, de l'accélération des flux de distribution de contenu. Mais pour qu'ils puissent faire ça, il faut aussi qu'ils soient publiés, qu'ils soient pardon, soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Parce que si les médias traditionnels doivent un peu participer à cette compétition médiatique en ligne, c'est parce qu'ils ont besoin en fait d'aller générer des revenus et d'exister en termes d'attention. Ce qui, à mon avis, encore une fois, montre que le pouvoir public a un rôle important à jouer en allant soutenir les médias publics. Donc voilà ma prise de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à vous cinq et vos interventions. D'abord, j'aimerais ça peut-être ouvrir la parole, ou laisser la parole aux intervenants. Peut-être vous voulez réagir à ce que vos collègues ont mentionné aux présentations, si vous voulez ajouter des commentaires ou non. Sinon, on peut faire ça. Oui, oui. Une petite question, Mathieu, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était quoi le titre? Dialogue extrême? Dialogue extrême. Ouais. Est-ce que j'ai juste une question sur la question sur la modération de la méthodologie exactement, tu en as un peu parlé, mais puisque ça me rappelle en fait, plus lié à un projet de recherche actuel sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, il y a aussi un panel avec des citoyens sélectionnés au hasard qui porte aussi sur un thème qui potentiellement on aurait pu avoir des discussions assez ardentes sur la migration. Et ce qui s'est passé, c'était exactement l'inverse. Il y avait une modération, mais une modération conçue pour la démocratie délibérative et participative avec des facilitateurs, etc. Et au final, en tant que chercheur, même on ne s'y attendait pas. C'est que les citoyens qui ont débattu là, c'était presque, ils ont réussi à trouver ils ont dû développer, d'où la deuxième question aussi, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils doivent faire des recommandations, développer quelque chose en particulier, répondre à une question? Parce que eux, ils ont fait des recommandations politiques aux institutions européennes, mais ils sont accordés beaucoup plus rapidement que les partis politiques là au Parlement. Donc on était assez étonnés à voir que c'était pas aussi explosif au final dans ce contexte qu'ils ont créé qu'on aurait pu l'imaginer. C'est vrai que tes expériences là-bas. Alors c'est intéressant, en fait, on va le voir parce qu'on est en train de mettre justement en place les dialogues où on va pas encore voir les effets concrets justement de ces dialogues-là et puis la manière effectivement dont on va construire les outils ensuite, mais c'est quelque chose effectivement que l'on va tester justement à travers les 3 formes en fait de dialogue là, motivationnel, interdialogue et puis dialogue démocratique. Donc ça va nous permettre effectivement d'avoir l'objectif en fait est loin effectivement de rétablir un consensus qui n'est pas exactement d'ailleurs le but de la démocratie, mais plutôt un dissensus sain. C'est d'essayer en fait de permettre à des gens qui ont des avis très opposés, pas nécessairement de bouger sur leur position, mais au moins, en tout cas, de considérer la personne qui est en face et qui est en désaccord avec eux comme un individu en fait, qui a le droit de citer, qui a le droit aussi de voir sa parole justement questionnée, de discuter, dialoguer, remise en question, mais toujours dans un espace en fait sain où on peut rétablir en fait cette forme de dialogue-là qui permet de faire démocratie. Okay. Ouais, donc du coup, c'est un information, c'est intéressant. Excellent, merci.
Et donc, peut-être je ouvre un peu le débat pour j'ajoute deux, trois petites questions, évidemment, ça s'adresse à tout le monde, mais peut-être d'abord plus à Benjamin pour continuer un peu avec votre présentation, c'est intéressant, et aussi à Mathieu. Peut-être, dans le monde, puisque vous êtes spécialiste, vous pourrez dire un mot sur la question de savoir comment l'architecture algorithmique, en fait, peut-être vous pourrez nous expliquer un peu plus comment l'architecture algorithmique des plateformes numériques transforme aujourd'hui l'accès à l'information politique et la représentation démocratique, comment ça fonctionne. Et peut-être Mathieu ou vous deux, en tout cas ou tout le monde aussi, évidemment, dans ce sens-là, c'est intéressant de savoir ou expliquer un peu la forte capacité des sous-cultures complotistes de créer du sens et de l'adhésion. Et c'est qu'on nous, on peut apprendre de ces dynamiques pour renforcer justement la littératie civique et médiatique. Et pour faire ce dernier mot clé, peut-être, point qu'on devrait aussi aborder plus en détail, puis ça fait mentionner à droite et à gauche un petit peu les rôles des influenceurs politiques sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quel rôle ils jouent et quand l'émergence modifie durablement le rôle traditionnel des partis et des médias dans la médiation politique. Je me passe à vous en particulier, mais évidemment tout le monde. Je ne sais pas si Benjamin, tu veux commencer? Oui, volontiers. Oui, alors je pense que les algorithmes sont devenus des mécanismes centraux dans la dissémination d'informations. En fait, ça s'est passé avec ce qu'on appelle la TikTokification des réseaux sociaux, où on avait un peu cette ère primaire des réseaux sociaux, donc Facebook à l'époque, Twitter, où ça fonctionnait par abonnement. Donc on s'abonnait à des comptes qui nous intéressaient et ensuite on recevait principalement le contenu des comptes auxquels on avait comment dire, consciencieusement souscrit. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Là, il y a une souscription passive en fait des utilisateurs des réseaux sociaux à des comptes juste en consommant le contenu. Et ensuite, cette souscription va être interprétée par l'algorithme qui va vous recommander des contenus qui vont être similaires. Donc, c'est plus, ah, ben, je pense que le contenu que produit Mathieu ici, c'est intéressant, je vais souscrire à ce contenu. C'est, je trouve ça intéressant, donc je vais le regarder. Et j'ai même plus besoin de dire, ça m'intéresse, j'en veux plus dans le futur. L'algorithme va comprendre ça pour moi et me recommander. Donc, il y a une notion de passivité où on n'a plus besoin de consciencieusement souscrire à des créateurs de contenu. Et en soi, ça pourrait avoir des effets très positifs. Il y a des commentateurs qui ont prédit que TikTok, c'était l'avènement de la démocratisation de la production de contenu, parce qu'on n'avait plus besoin d'être un grand média pour pouvoir se construire une audience. C'était n'importe qui pouvait faire ça. Et en fait, à partir de maintenant, on allait avoir une espèce d'effervescence de contenu. Tout le monde pouvait créer, tout le monde pouvait consommer, et on pouvait très facilement rejoindre des millions de personnes. Alors nous, ce qu'on observe dans nos données, c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu du tout de démocratisation de la production de contenu. On a une concentration en fait qui est encore plus forte sur TikTok que ce qu'on a, ce qu'on a observé sur d'autres plateformes, avec environ 1% des producteurs qui vont être responsables de 93% de l'attention. Mais ce qui est problématique ici, c'est que ces producteurs, on pourrait penser que c'est Radio-Canada, que c'est CNN aux États-Unis, que c'est Die Zeit en Allemagne. Non, ces producteurs, c'est des producteurs qui n'ont aucune affiliation quelconque, aucun code déontologique. Et lorsqu'on regarde les producteurs de contenu qui ont le plus, qui cumulent le plus d'attention dans différents pays, on voit des acteurs très importants médiatiques, mais on voit aussi des acteurs dont on n'a aucune idée qui est derrière. Donc on n'a aucune idée. Peut-être que c'est des acteurs qui essaient de faire de l'ingérence étrangère, des acteurs géopolitiques. Peut-être qu'aussi c'est juste mon voisin dans sa cave qui est juste en train de produire des vidéos, qui a compris ce que les gens voulaient voir et qui arrive à accumuler des centaines et des centaines de millions d'attention. Donc je pense que c'est là qu'il y a un changement crucial dans l'environnement médiatique, où on est passé, il y a 50 ans, d'un environnement monolithique où tout le monde consommait à peu près les mêmes informations, parce que ça venait de quelques sources qui étaient établies, à la première version des réseaux sociaux où le discours médiatique était encore déterminé par des acteurs avec une responsabilité éditoriale. Bah, aujourd'hui, en fait, l'audience qu'on arrive à accumuler sur les réseaux sociaux est complètement déconnectée de toute responsabilité éditoriale, ce qui crée, à mon avis, une vulnérabilité extrêmement importante de notre écosystème médiatique. Non, j'aimerais rebondir effectivement là-dessus parce qu'il y a effectivement à un moment donné beaucoup d'études qui parlaient du caractère très démocratique, très horizontal en fait d'Internet et des médias sociaux. Et ce qu'on voit effectivement, c'est une asymétrie totale par rapport à la production en fait de certains contenus, surtout par rapport justement à des asymétries idéologiques. On voit en fait que Internet et les médias sociaux reproduisent en fait dans l'espace
et les inégalités ou les asymétries qui existent en fait, dans la réalité, avec notamment des contenus de droite radicale ou d'extrême droite, en fait, qui sont souvent plus diffusés et plus efficaces, entre guillemets, en termes de viralité que des contenus qui viennent de la gauche. Pourquoi? Parce que les groupes d'extrême droite sont parfois plus financés et donc du coup, des droites radicales sont plus financées, donc du coup, le contenu se diffuse aussi plus vite. Le message aussi beaucoup plus uniforme parce que les organisations d'extrême droite privilégient les modes d'organisation qui sont verticaux, contrairement aux groupes de gauche qui sont davantage horizontaux et démocratiques et donc, du coup, qui parfois se divisent davantage sur la teneur du message. Et puis effectivement, le fait que certains écosystèmes, notamment les écosystèmes d'extrême droite, parviennent à diffuser en bloc en fait un type de message, contrairement à des messages beaucoup plus éparpillés dans certains autres écosystèmes. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'esthétique politique, esthétique des radicalités, etc. Et on voit aussi justement l'avènement d'un certain type de contenu qui est conçu spécifiquement pour échapper aux normes de modération et pour être effectivement détectable uniquement par les partisans de tel ou tel groupe, et puis justement qui deviennent des véritables chevaux de Troie en fait d'idéologie radicale ou extrême. On parle de mèmes, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, notamment à l'extrême droite, qui rivalisent d'ingéniosité pour diffuser une idéologie extrêmement violente, extrêmement radicale, à des publics qui sont aussi de plus en plus jeunes. On observe vraiment, par le jeu algorithmique aussi, une tentative active de certains groupes d'aller toucher des jeunes par une sorte de ludicisation aussi de certains contenus qui sont poussés par l'algorithme en retour. Bien d'autres, quelqu'un veut. Si je peux juste rajouter un point très rapide, parce que nos résultats de recherche divergent sur le point des contenus d'extrême droite qui arrivent à plus atteindre d'audience, où nous, on observe qu'une très grande symétrie, mais en fait des contenus modérés qui arrivent principalement à s'extraire de la masse, et tant sur ce qu'on observait sur Twitter il y a 5 ans que maintenant ce qu'on observe sur TikTok. À titre personnel, je serais très intéressé d'en discuter avec toi d'ailleurs et puis mettre en parallèle cette recherche-là. Excellent. Oui, super. Donc, oui, peut-être Daniel ou Gabriela, voulez-vous ajouter un commentaire, non? Yeah, maybe react on a few things. If I can speak in English, it's going faster than in French. Just maybe talk a little bit about. We observe what we observe, but the question is, what can we do about it? Especially if we are thinking from the point of view of authorities. In the European Union, we have actually developed a terminology when we are no longer talking, or we are trying not to talk as much of disinformation, but we are talking about foreign information manipulation and interference, FIMI. And we have been successful in convincing our partners in G7. Now we also see Canada using this term. And the difference between one and the other is that we move the focus from talking about what's true or false, what's fake news and what's true. We move it towards what are the kind of behaviors that we are trying to censor. And if we are talking about foreign information manipulation and interference, then it is clear. It is a coordinated effort by a third country who is pursuing strategic objectives. So we are trying to censor the behavior, we are trying to censor the intention behind, we are trying to censor the means, whatever it is, inauthentic behavior. And we are observing this a lot in the context of the elections. Yes, of course, we care. We are talking, there is a change in the way that media function. There are situations where there is absolutely no affiliation or attributions. But if this is transparent and if the actor is legitimate, maybe this, I mean, we might not like the message, but then the question is to what extent can we censor it? But then what we have seen in the European elections, for example, with the doppelganger operation is that we see foreign interference actors who are actually copying legitimate websites of known media, and they pretend that this information comes from
a legitimate and well-known media operator. And this is something that we can censor. We can also censor, and this is something that we do through the Digital Services Act, everything that is illegal or harmful under the law of the member states. And we can force the big online platform to have mechanisms to remove that immediately. We can censor, we can force, or let's say convince, because this is in the end a sort of a partnership with the platform. We work in cooperation with them, and we can convince to ensure more transparency of the algorithm, and that would actually allow researchers to look at what is happening and flag eventual risk. We can work together on risk assessments. There are a lot of things that can be done actually that are positive things, and on the other hand, they are very effective. Yeah, and then was also another thing that I wanted to react to what Matthew was saying about somehow lack of confidence in traditional actors, definitely. And the way maybe to tackle this is to try whatever we are doing in terms of fighting disinformation, fighting for interference, is a whole of society approach. Working together with media, working together with civil society, working together with academia. So this is part of the education process in a larger sense, and try to associate as much as possible a lot of all possible actors and try to reach out to them and make them our partners in fighting for interference. I will stop here, maybe. Dommage. Kind of anticipated my third question, mais on peut rester un peu là-dessus, ça c'est bon. En fait, la grande question évidemment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment qu'est-ce que les acteurs politiques peuvent faire, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société, et tous autres acteurs, Daniel a anticipé ça tout à l'heure, peuvent faire. Restons, puisque vous avez élaboré ça un petit peu sur la base de l'Union européenne et du Canada, par exemple, vous avez mentionné ça justement. Et donc, peut-être Daniela ou aussi Gabriela et les autres, peut-être qu'ils pourraient donner plus d'idées par rapport à la question de savoir comment l'Union européenne peut mieux soutenir, d'après vous, le développement des compétences civiques et démocratiques dans le contexte national très différent, et notamment comment les partenariats Union européenne et Canada, puisqu'on est au Canada, peuvent être mobilisés pour développer donc, des telles initiatives communes en matière d'éducation, en matière de littératie numérique ou contre la désinformation, etc. Donc, avez-vous peut-être des idées précises ou des commentaires par rapport à ça? Maybe I can try if you want to kick out the debate a little bit, just to say that this is actually part of our working plan. We have a security and defense partnership between the EU and Canada, so bilaterally, and it is also part of the summit statements, the latest summit statement that leaders of EU and Canada have adopted together. So it is clearly work in progress. We are also working together with Canada in the framework of the G7. You know that Canada has put together a so-called rapid response mechanism with all the G7 partners and a few other countries associated, where they work very closely together in flagging everything that is foreign interference and trying to work together on how to address this kind of issue. So it is information a lot, and now it's going into the part where we actually try to work together to fight foreign interference. So this is already something. Then we also have a lot of initiatives. If I'm thinking even in the field of educational research, like Erasmus+, like Horizon Europe, to which Canada is associated since last year. So Horizon has, and we have focused for a very long time, especially in the framework of Erasmus, on encouraging European studies in Canada. But now it's going a little bit further. Basically, we are also encouraging partnership between the universities and work with academics and travels of young people and students from Canada to the European Union and vice versa. And through that, we are trying to create networks who are working on what we consider to be our priorities, joint priorities between the EU and Canada, and fighting foreign interference, fighting disinformation, protecting our democracy are clearly part of these priorities.
And then I would say, even going a little bit further, if we want to increase resilience of our societies and fight disinformation, what we need to do is to be active, to basically put the information out there proactively. We are trying, as the EU delegation to Canada, to reach out to as many people as possible, especially to young people, especially to academics, especially to diasporas, and let them know who we are and what we are trying to do. So this is part, maybe it doesn't act directly against disinformation, but it is clearly an element of it, because when people are exposed to false news about the European Union, about who we are, what are our intentions, what we are doing, they are less inclined to actually believe those news without checking, and they are more inclined to come to our website and check. We also have at the level of the European Union an EU versus disinformation site, which is the biggest open source on disinformation. So they are more inclined to actually not consume immediately the fake news, not to buy the disinformation. The important thing as people who are public servants is to be out there and engage with other countries, with academia, with NGOs, with youth, with whoever we can engage to make our voice heard. So I will maybe stop here and let you tell me if you think we are effective or not, and what else can we do about it. Thank you very much for. Je vais continuer en français, mais oui, je vais essayer de compléter à partir de là. J'ai bien aimé déjà tout ce que vous avez dit par rapport au partenariat que vous envisagez, Whole of Society Approach. Et je suis surtout aussi très d'accord sur le fait d'être plus actif, parce que dans le passé, on le voit aussi beaucoup dans le langage, avec le Defense of Human Rights, bouclier, ça peut être vu comme étant assez défensif. Donc, je trouve ça important aussi justement d'avoir une approche plus active, et non seulement, évidemment, c'est important, très important de protéger, en même temps aussi d'investir dans la démocratie pour la renforcer à travers, oui, l'éducation de la citoyenneté européenne, mais aussi, là, on a la négociation sur le budget. Aussi, ma collègue Daniela Vanchik disait récemment, Democracy is about money. How much money are we also ready to invest in democracy? Donc, du coup, cette approche active va se décliner aussi sur différents volets. Et j'aimerais aussi ajouter un point par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'approche qui était, on était d'accord là-dessus, qui n'était pas très coordonnée et cohérente en matière d'éducation de la citoyenneté européenne. Donc là aussi, il y avait plusieurs problèmes, parfois que soit ça passait inaperçu, n'a pas été poursuivi, comme vous avez expliqué, avec l'initiative un peu initiale. Après, souvent, ça peut être trop court terme, ou il peut y avoir des incohérences et des tensions internes. Et donc, du coup, ce que je pense qu'il serait important de faire, c'est d'un côté déjà de reconnaître que l'éducation et la citoyenneté européenne est un thème important. Donc, d'accorder plus d'attention dans les différentes initiatives, de développer une approche plus cohérente à cet égard, et aussi de revoir certaines politiques priorités dans le passé. J'ai pas eu le temps de vous donner un aperçu de tout ce qui a été fait depuis les années 1980, mais il y avait aussi des priorités qui auraient pu être contre-productives par rapport à la citoyenneté active, ou par exemple qui misaient plus sur un citoyen un peu néolibéral au lieu d'un citoyen qui va participer dans la démocratie au niveau européen, mais aussi dans les démocraties européennes de façon transnationale, ou aussi localement, régionalement. Tout ça, c'est important également. Donc, je pense qu'il y aurait deux choses qui peuvent être faites par rapport aux deux rôles que j'ai distingués tout à l'heure. Donc, d'un côté, de favoriser une coopération plus structurée et systématique au niveau européen,
et entre les États membres autour de cette question de l'éducation de la citoyenneté européenne transnationale et aussi, par exemple, de l'intégrer plus systématiquement aussi dans les efforts. Il y a déjà un cadre de coopération, si on veut, de l'espace européen de l'éducation. Et là, cette question plus systématiquement pour essayer aussi de s'appuyer sur les instruments et les mécanismes et la coopération qu'il y a déjà pour l'intégrer là-dedans, mieux coordonner les initiatives qu'il y a déjà et pertinentes. Et ensuite, comme deuxième volet, aussi accroître la contribution à travers un autre volet, la négociation des nouveaux programmes. C'est un peu le moment de le faire, de mettre des thèmes sur la table et aussi de dire qu'est-ce qu'on peut aussi, comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer cette question dans les différents programmes européens, dans Erasmus+, dans Europe Créative, dans le programme pour les sociétés civiles, CERF, pour apporter un soutien accru aussi aux autres acteurs, aux autres initiatives. Pareil, les médias dans Europe Créative, par exemple, la société civile, comment améliorer ce programme pour avoir un accès aussi plus large à ces programmes pour la société civile. Parfois, c'est un peu compliqué parce que le programme est devenu plus compliqué. Donc, de petits acteurs ont plus de difficultés, par exemple, à avoir accès au fond, à faire le travail qui quand même est nécessaire sur le terrain. Donc, il y aura beaucoup de choses aussi à faire à la petite expérience. Merci beaucoup. D'autres commentaires à cette question? Oui, exactement. Très bien. Okay, I think in general, what we need to focus is on young people. I mean, we know from research that, for example, young people are the most likely to believe in conspiracy theories. They are now more and more voting for populist parties, both left and right. They are the least satisfied with how the system works. And they are in what some people label in a vicious cycle of political alienation. Means they have less interest in politics, at least conventional politics. They vote less. In Canada, about 30% if you compare it to the 50 to 60, and they are not represented. I mean, representation levels are around Europe and in Canada about 10% of the age group 18 to 35, and they make up about 28% of the population. So this is like a vicious cycle. And I think we need to be serious. If we want to bring these people back into the system, we need to do something. We need to integrate them, and we need to also give them opportunities to participate. So, and otherwise, there's a really high chance that they drift further away. Because how do people look at alternative information? First, they're socialized in a media environment, which is conducive to social media, means they get the information there, mainly not controlled, but they don't feel integrated in the political system. Hence, they look for elsewhere. And this drives them to believe in this. So if we are serious, we need to look at serious reforms. If we are serious about bringing more people represented, do anything we can make them participate. For example, there is some push in the Canadian government, or in some senators push it right now. It's not majoritarian. Vote starting at 16. We know that this increases their interest in politics and others. So we need to also think about, just to bring it up, major structural changes in how the system works. And it would also imply that we need to integrate these young people more in conventional politics. It would also mean that more senior people need to step aside. So I think this is also something that needs to be put into the conversation. And if we are serious about it, I mean, there's deep structural problems that we need to address. So I leave it with that. Commentaire qu'on veut ajouter? In that case, what about other groups that usually is sous-représenté, sous-représenté in English, underrepresented, like migrants, for example? Gabriela just mentioned them. Daniel. Yeah, well, I mean, there we have, I mean, we never get complete equality, but the young people are the group that's most represented most underrepresented in places around the world. I mean, we have made strides for outgroup representation, but not for young people, and we clearly see that this lack of engagement in conventional politics that drives people towards alternative sources of information and towards misinformation. That's something politicians normally don't want to talk about, but that's one of the deep problems we have. I mean, we see
an increase in the use of misinformation. We see an increase in people believing in populism or populist attitudes and conspiracy theories. But young people is where we see this biggest shift, and this should be center in the discussion we have, and also in policy cycles. Merci beaucoup. On a le temps pour des questions. C'est pris le temps maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le... Bien, Laurent. Déjà, merci en ligne pour. Déjà, merci donc aux intervenants pour leur contribution très intéressante. J'aurais deux questions. Une question spécifique et une question plus générale, plus sur nos remarques, comment vous voyez cela. La question plus spécifique, si j'ai bien suivi, je pense c'était Benjamin qui évoquait cela, et je crois que Mathieu aussi, tu as abordé là-dedans, c'est le comportement des gens qui repèrent la désinformation, mais en vient quand même à la relayer. Donc juste, je voulais vous entendre un peu plus là-dessus, sur c'est quoi leur motif. Est-ce que c'est parce qu'ils adhèrent à une croyance générale qui fait que ils savent que c'est de la désinformation, mais comme ça va dans leur croyance, ils la relaient, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, juste en mode je m'en fiche, je ne sais pas. Quels sont les motifs de cela? Et il y a ma deuxième question qui est plus basée sur une remarque initialement. Je travaille beaucoup personnellement plus dans tout ce qui est sur les enjeux de défense, de relations internationales, particulièrement liés à la guerre russo-ukrainienne ou ailleurs. Et ce qui me frappe aussi souvent, c'est que la désinformation se base beaucoup, enfin ceux qui justement relaient la désinformation, et je le vois aussi parfois malheureusement dans des cours avec certains de mes étudiants, même si c'est pas leur faute par rapport à ça, mais beaucoup se relaient en fait sur ce qu'on appelle en rhétorique des arguments d'autorité. C'est-à-dire beaucoup vont relayer une fausse information, mais qui s'appuie sur le fait, par exemple, un tel qui fait tel poste ou qui est censé avoir été un grand professeur à un moment donné, a dit ceci, donc forcément c'est vrai, ou telle organisation, y compris l'organisation peut avoir une digitale, ceci, donc forcément c'est vrai. Donc ma question par rapport à ça, c'est justement comment, selon vous, et là je m'adresse à tout le monde, comment selon vous on peut justement améliorer une meilleure prise de distance des gens avec l'argument d'autorité, qu'on retrouve même parfois dans l'université, ce qui est assez intéressant, puisque la base du travail universitaire, c'est justement partir du principe qu'il n'y a pas d'argument d'autorité et que on doit justement tester les hypothèses. Enfin, on peut partir d'un argument d'autorité pour avoir sa première hypothèse, mais après on doit accepter de la remettre en question au besoin si les données vont à contresens. Donc, comment faire en sorte pour que, de manière générale, les gens aient plus conscience quand ils relaient des informations qui est basée sur un argument d'autorité et qu'ils aient le réflexe plus naturel, en fait, de se dire, c'est pas parce qu'un tel a dit ça que c'est vrai. Juste pour donner une illustration très simple par rapport à ça, sur la guerre russo-ukrainienne, on a certains collègues de relations internationales qui épousent très clairement les thèses pro-russes, qui, je ne vais pas forcément nommer les noms, mais qui ont été abandonnés des pontes de la discipline, vus comme étant, forcément, c'est des chercheurs qualifiés qui ont publié plusieurs fois, mais qui désormais sont extrêmement critiqués, justement, qui sont extrêmement critiqués donc, par rapport à ce qu'ils disent, et qui ne sont pas du tout reconnus par justement les collègues. Donc, comment faire dans ce genre de situation-là pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un a eu à un moment donné un aura particulier, un poste particulier, que ce qu'il dit est vrai, et comment faire en sorte que les gens se disent ça c'est juste un argument d'autorité, donc il faut que j'aille vérifier ce qu'il en est. Vaste question. Alors, dans mon cas, pour répondre à la première partie de la question, pour ces jeunes, en fait, donc on n'a pas mesuré la même chose avec Benjamin, dans le sens où Benjamin, justement, a mesuré l'attitude, effectivement, des personnes qui reconnaissent cette théorie du complot ou de la désinformation, qui la repartagent quand même. Notre étude ne se focalisait pas sur ça. C'est peut-être le cas, c'est-à-dire, on ne l'a pas mesuré. Mais ce qu'on a vu, effectivement, dans notre cas à nous, dans notre étude à nous, c'est que, en fait, les jeunes savaient très bien reconnaître ce qu'était des théories du complot, de la désinformation, etc. Mais par contre, la différence était effectivement dans l'attitude, c'est-à-dire le fait que, bon, oui, certes, c'est de la désinformation, mais étant donné qu'en fait, la science n'est qu'une manière de voir le monde, selon eux, la désinformation ou le récit alternatif, là, si on peut dire, entre guillemets, était considéré comme étant
une solution tout à fait acceptable. Encore une fois, ce sont ces jeunes-là qui sont interrogés dans la sphère publique, hein, et qu'en fait, il ne devrait pas y avoir une seule instance en capacité d'instaurer en fait une vérité ou une position normative, mais bien en fait justement de prendre en compte la diversité des pôles épistémiques qui se sont comment dire, illustrés dans notre société, selon eux, et notamment avec les médias sociaux, et donc de prendre en compte en fait cette diversité de pôles épistémiques et de vérités en fait relatives à finalement des opinions, des faits, etc. Et donc ce qu'on apercevait davantage en fait dans notre étude, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un manque de discernement et de hiérarchie entre pôles épistémiques et une multiplication très horizontale en fait des pôles épistémiques qui brouillent les frontières entre experts et profanes, et qui aussi, de par la multiplication de ces pôles-là, entraînent de façon mécanique leur dévaluation. Et donc, c'est ça qu'on observe, nous, de notre côté, sur cette étude-là. Mais pour avoir à la deuxième question, alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, Dans notre cas, à nous, par exemple, on a effectivement le même genre de, pas de, enfin, problème, le même genre de phénomène-là, par exemple, sur des discours très anti-genre et sont véhiculés par des personnes qui, justement, avaient une aura académique, je ne citerai pas de nom non plus, on a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire des gens, en fait, justement, qui sont dans dans une critique acerbe des médias, des gouvernements, des institutions traditionnelles, y compris l'académie, mais qui se focalisent tout de même sur le titre académique donné justement à ces personnalités-là comme étant un gage de crédibilité et leur marginalisation comme étant un gage d'expertise et de gain de confiance par rapport à des institutions qui, en fait, selon eux, sont dans le champ. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est assez intéressant ce qui se passe, effectivement, avec finalement, c'est un peu la même chose que l'on voit avec les mouvements antiféministes, notamment des femmes, qui attaquent les mouvements féministes avec les mêmes armes fournies, en fait, les mouvements féministes en termes d'émancipation personnelle, etc. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite par rapport à cette question-là, mais effectivement, on observe ce phénomène. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, Benjamin, c'est bon, moi, très bien. Oui, ben, merci pour la question. Là, je pense que je vais abonder dans ce que Mathieu vient de dire sur la première question, en tout cas sur le discernement qui ne décourage pas à republier. Je pense que souvent, on fait un peu cette erreur de projeter nos propres modèles sur la masse. Donc, on a tendance à penser que tout le monde interagit en ligne, très intéressé par la politique, comme nous, on est tous. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup moins le cas. Les personnes qui rencontrent du contenu en ligne, c'est une minorité d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup moins de réflexivité autour des comportements que les utilisateurs vont pouvoir avoir en ligne. Donc, si on leur dit, apprenez à reconnaître des mauvaises nouvelles, en fait, il n'y a pas le lien qui va se faire au sein des répondants avec cette idée, OK, ben, si on reconnaît une mauvaise nouvelle, il va peut-être falloir adapter le comportement, parce que je ne pense pas que c'est une réflexion qui se fasse nécessairement. Après, je pense qu'il y a des éléments qui sont un petit peu plus positifs ou optimistes quant à la conscience des citoyens sur ce problème. C'est l'apparition des IA, des IA génératives, qui est un problème reconnu en lien avec la désinformation par les citoyens. Donc, je pense que peut-être que c'est moins dérangeant pour nos répondants de partager une fausse nouvelle. Par contre, ça les dérange de devoir consommer du contenu qui a été généré ou de consommer que du contenu qui a été généré par IA. Et je pense que c'est justement tout ce travail d'éducation qu'on a évoqué maintenant depuis 1 heure et demie qui vise où on doit vraiment essayer d'aller faire ce lien entre la finalité un peu de la norme démocratique et ses comportements individuels du quotidien. Et sur les arguments d'autorité, j'ai pas de réponse à proprement parler sur comment améliorer par rapport à ça, mais je pense que c'est extrêmement important. C'est d'autant plus un point extrêmement important qu'il y a c'est de plus en plus facile de faire de la impersonification et de prendre l'identité de quelqu'un dans un format numérique. Et je pense que le dernier rempart qu'on va avoir, c'est cet esprit critique et cette remise en cause du contenu tel, et en fait d'essayer de ne pas se rattacher nécessairement à des arguments d'autorité ou à se dire, bon, cette personne, je peux lui faire une confiance aveugle, mais de remettre un petit peu en cause les éléments auxquels on est exposé de façon systématique sans faire aucune confiance aveugle.
Très bien, merci beaucoup. Ben, chez moi, les 13h pile, très ponctuel, presque allemand. Donc, ainsi se termine notre panel sur l'éducation comme outil de résilience démocratique. Donc, tous les panélistes, Daniela, Gabriela, Daniel, puis je pense que votre Benjamin et Mathieu, pour votre présentation très intéressante et pour vos contributions aux discussions. Un grand merci également aux participants en ligne. Et ici en salle depuis ce matin pour votre participation à la discussion. Et finalement, un merci évidemment à Laurent, encore une fois, et à Valérie pour l'organisation de ce panel très intéressant. Et je pense que je n'arrête pas pour le soutien du Conseil allemand. Merci. Merci à toi, Sébastien. Et pour conclure, rapidement ce que tu as dit, il est 13h, mais c'est quand même 13h01. Merci beaucoup donc, aux panélistes et aux participants, y compris donc, qui étaient justement en ligne pour leur participation à cet événement. Merci donc aux modérateurs, panélistes. Merci également aux différents centres qui ont soutenu cet événement et au Consulat général d'Allemagne donc à Montréal pour leur soutien pour cet événement. Événement que d'ici quelques jours, vous pourrez justement revoir en ligne, puisque c'est le but que ce soit filmé. Et on va aussi continuer à alimenter les discussions. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne journée.